Mesdames et messieurs, bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mais nous savons que notre émission Grande Analyse se diffuse le plus souvent à 13 h. Nous sommes le 3 juillet 2023. Juste 3 jours nous séparent de la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin. Ce 30 juin, la République démocratique du Congo a totalisé 63 ans. À 63 ans, plusieurs questions se posent. Est-ce que la République a-t-elle avancé? Elle a stagné ou elle a reculé? Sur ce plateau, je reçois pour vous Monsieur Dani Chamala, analyste politique. C'est avec lui que nous allons débattre autour de ce grand thème principal qui est les 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais dans ce même thème, nous aurons des sous-thèmes que nous allons exploiter. Entre autres, on ne peut pas s'en passer, surtout que 2023 est une année électorale. Nous allons évoquer le processus électoral au cours de cette émission et surtout, ce phénomène qui fait peur à tous les Quinois en l'ère actuelle, ce phénomène kidnapping. Prendre le taxi aujourd'hui ou de transport en commun à Kinshasa devient un peu plus compliqué. On s'est dit apparemment que c'est la moto qui devient le moyen de transport le plus sûr. Est-ce vrai? Qui dit faux? C'est sur ce plateau que nous allons le savoir avec notre invité à qui je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, monsieur Dani Chamala, 63 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Avant que nous puissions aborder ces sujets, il y a toute cette terreur que vit les Quinois à l'heure actuelle, ce phénomène kidnapping. On enlève des gens à bord des taxis, des taxibus, et certaines motos. Vous qui vivez dans la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces phénomènes? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous venez de le dire tout à l'heure là, je me nomme Dani Chamala. Je suis analyste politique indépendant. Je vis dans la ville de Kinshasa. Et ce qui se passe à Kinshasa se passe sous mes yeux. Ce sont des choses que nous connaissons tous et puis que nous vivons ensemble. Alors, ce que je peux dire en ce point-là, c'est que la ville-province de Kinshasa regorge dans son sein plus de 15 millions d'habitants pour le moment. Et ce système kidnapping ou d'enlèvement et tout ça, pour moi, je suis en train de mettre ça dans le cadre des crimes qui ont tendance à alerter l'opinion sur certaines choses que nous devons tout simplement être vigilants pour voir comment on peut corriger cet aspect des choses. Nous vivons dans un pays où le patriotisme ne règne pas, où les intérêts des particuliers prend beaucoup plus de l'importance sur l'intérêt commun. L'intérêt commun, ok. Vous allez constater que ce système vise une seule chose, c'est créer la terreur et discréditer notre pays vis-à-vis des tiers, et surtout que nous sommes en train de préparer en République démocratique du Congo les élections. Ainsi, avant même les élections, nous avons les Jeux de la francophonie, le 9e Jeu de la francophonie. Qui commence déjà à la fin de ce mois, si de juillet. Oui. Alors, vous allez constater qu'il y a même déjà un pays qui s'est retiré de ce jeu-là, parce que il avance comme argument qu'il y a de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Et avec ça, je constate que ce système est venu tout simplement pour saboter les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement pour que notre pays, République démocratique du Congo, soit fréquentable et qu'il soit un pays qui est aussi visité par autant de pays du monde, et qu'il soit aussi respecté par des autres, et qu'il soit aussi visible sur tout le plan. Alors, ce système kidnapping cherche à créer tout simplement la terreur et faire voir à la face du monde qu'il y a de l'insécurité dans la ville de Kinshasa,
vous ne pouvez pas envoyer des athlètes, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas investir à Kinshasa, vous ne pouvez pas investir en République démocratique du Congo. C'est ça, c'est tout ce qui s'arroge tout autour de ce comportement criminel que nous décrions. Mais nous demandons à ce que le commandant de la ville, les services de sécurité, les services d'intelligence puissent s'y mettre pour que ce système puisse s'arrêter, parce que ça risque de prendre de l'ampleur et continuer à discréditer notre pays et notre ville-province de Kinshasa. Voilà, nous n'allons pas nous attarder sur ça, mais juste une dernière question. C'est vrai que du jour au lendemain, le taux de ce kidnapping ne fait qu'accroître. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une faiblesse? Je ne prends pas d'abord le gouvernement dans son ensemble, mais je prends la ville de Kinshasa. Ils sont plus, les dirigeants de la ville, qu'ils ne m'en veulent pas, mais ils sont plus dans des querelles entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, alors que Kinshasa vit de sérieux problèmes et des solutions adéquates ne sont pas prises. Vous ne pensez pas que c'est cette faiblesse des dirigeants de la ville de Kinshasa qui nous amène à tout ça? Monsieur les journalistes, laissez-moi vous dire que la criminalité n'est pas propre aux Congolais, ni à la ville de Kinshasa non plus. Dans toutes les grandes villes du monde, il y a la criminalité. Mais ici, ce que nous devons chercher, ou ce que nous pouvons demander, c'est que les autorités qui nous gouvernent puissent y mettre beaucoup plus d'accent, arrêter à s'intéresser à des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, mais s'intéresser un peu à cette question, parce que c'est une question très capitale. Très capitale. Parce que vous verrez même sur les réseaux sociaux, on vous dit non, voilà, le système de vente des organes, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais seulement, ce que je suis en train de chercher jusqu'à présent, c'est de voir peut-être qu'on a exhibé des corps quelque part, où on a soustrait des organes, on trouve un peu un corps sans organes et par de gauche à droite. Mais ce sont des systèmes beaucoup plus qui ont été vilipendés ou qui ont été diffusés beaucoup plus sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, pour faire un peu peur aux gens et tout ça. Par rapport à la grandeur de la ville de Kinshasa, je me dis que les Congolais doivent être vigilants. Nous ne devons pas laisser cet aspect des choses tout simplement aux autorités. Parce que les personnes kidnappées ne sont pas des autorités. Ce sont des paisibles citoyens qui sont kidnappés, qui sont victimes. Et la plupart de ceux qui échappent, quand ils donnent des témoignages, vous comprendrez que ce sont des choses qui, au fait, touchent beaucoup plus la classe moyenne, qui touchent beaucoup plus le petit peuple. Et je suis content du fait que dernièrement, j'ai constaté même que parmi les kidnappeurs, on a arrêté les policiers et un officier de la police oui, qui est impliqué dans ce genre de choses. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je vous avais dit que c'est le sabotage. On est en train de... Le viser ici, c'est de saboter le 9e jet de la francophonie. C'est ce qu'on est en train de saboter pour qu'on crée un climat de terreur, un climat de peur dans la ville-province de Kinshasa, afin de saboter ce jeu-là. Mais seulement, à ce qui concerne les autorités qui gouvernent la ville-province de Kinshasa, ils doivent se réveiller, multiplier les efforts, fournir beaucoup plus d'intelligence, afin de mettre fin à ce genre de pratiques, parce que ça discrédite même ces mêmes autorités-là. On risque de croire qu'ils ne font absolument rien. Le commandant de la ville, le gouverneur de la ville, le président de l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial. Tout le monde doit se réveiller, y compris la population, qui doit aussi être vigilant par rapport à cette pratique, parce que ça dérange un peu et ça nous discrédite et ce n'est pas quelque chose de bien. Nous devons demander à notre gouverneur de la ville, donc l'exécutif provincial, ils doivent vraiment prendre cette histoire au sérieux, parce que ça risque de créer un climat qui n'est pas du tout souhaitable pour la ville de Kinshasa, et surtout que c'est Kinshasa qui est le miroir de la République du Congo. Ils doivent arrêter avec des querelles entre le président de l'Assemblée et tout ça. Mais seulement, cela n'empêche pas à ce que chacun puisse faire son travail. L'Assemblée provinciale doit faire son travail, l'exécutif doit faire son travail, les services de sécurité doivent aussi faire leur travail. Donc chacun, à ce qui le concerne, il doit prouver de quoi il est capable pour mériter la place qu'il occupe pour le moment. C'est ça ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, merci. C'était juste notre sujet d'introduction. Je crois que nous allons maintenant nous appesantir sur la thématique
de cette émission. 63 ans après l'indépendance, la RDC avance, stagne ou recule? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la République 63 ans après? Messieurs les journalistes, je crois que beaucoup de gens seront un peu surpris d'entendre ce que je vais dire sur les 63 ans de la République démocratique du Congo, parce que j'ai ma façon de voir les choses. Effectivement. Je suis un patriote, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo, et je n'accepterai pas à ce que qui que ce soit puisse venir nous donner des leçons dans tel ou tel autre domaine, et surtout que nous disons aujourd'hui que nous sommes indépendants 63 ans après. Dans le sens que les discours qui se tiennent de gauche à droite, vous entendrez beaucoup de patriotes congolais vous dire que 63 ans après, nous n'avons pas évolué, nous n'avons pas stagné, au contraire, nous avons même reculé. Ça, c'est un discours d'une certaine opinion. Il y a de ceux qui disent que non, voilà, nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas reculé. Nous n'avons pas reculé, on stagne. Mais il y a aussi une autre opinion qui dit que non, 63 ans après, nous avons évolué. Donc vous êtes de ceux qui... Je suis de ceux-là qui pensent que 63 ans après, la République démocratique du Congo a évolué. Parce que je vais démontrer, domaine par domaine, que non, la République démocratique du Congo a évolué. Vous comprendrez un peu que c'est ça l'opinion que moi je suis venu défendre ici. Okay. Je vais commencer d'abord par dire que la République démocratique du Congo a fait autant d'années de colonisation. Les méfaits de la colonisation sont connus de tout le monde. Lorsqu'il fallait travailler, lorsqu'il fallait faire quoi que ce soit, et en plus de cela, il y avait création de plusieurs classes, et nos arrière-parents travaillaient sous le coup de fouet, et il n'y avait pas le respect des droits de l'homme ou de la dignité humaine. Il y a ceux qui se sont réveillés, et ces gens-là, nous devons les saluer, les pères de l'indépendance. Il y a ceux qui se sont réveillés pour dire non à ces pratiques inhumaines, dégradantes. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas continuer à évoluer comme des animaux. Nous sommes quand même des humains. Nous avons presque le même sang avec ceux qui nous colonisent aujourd'hui. De leur combat, en 1960, nous avons obtenu cette indépendance. Et lorsque nous avons obtenu l'indépendance, nos colonisateurs ne nous accordaient pas la chance, ne s'attendaient pas à ce que la République démocratique du Congo pouvait atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit que la République démocratique du Congo a évolué. Pourquoi? Parce que vous prendrez par exemple, je prends les domaines par exemple, le domaine de l'éducation. Lorsque la République démocratique du Congo accède à l'indépendance, on avait moins, je dis bien, on avait moins de 10 intellectuels. Moins de 10. Lorsque la République démocratique du Congo accède à l'indépendance, on avait moins de 10 universitaires en République démocratique du Congo. Et si je ne m'abuse pas, on n'avait pas plus de 5 universités en République démocratique du Congo. Même pas 5 en République démocratique du Congo. Les universités. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, nous avons des universités presque dans chaque province, voire même dans chaque territoire. Mais avec, pardon, mais avec quelle qualité d'enseignement? Voilà. Nos diplômes, des fois, quand vous faites l'Europe, pour aller faire, continuer les études ou chercher à ajouter le niveau, le plus souvent, quand vous allez avec le diplôme congolais, vous êtes rétrogradé. Voilà, je m'attendais à cette question. C'est là où je disais que beaucoup de gens seront surpris. Cette façon de voir les choses, ce sont des complexes qui nous ont été inculqués par les Européens. Comment? Parce que si vous arrivez en Europe, oui, avec votre diplôme obtenu en Europe,
Lorsque vous arrivez aux États-Unis, ce diplôme-là n'est pas valable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la qualité de l'enseignement en Europe est moins inférieure, donc est inférieure à la qualité de l'enseignement aux États-Unis. Quand vous prenez aussi votre diplôme aux États-Unis, vous arrivez en Chine, ce diplôme-là n'est pas valable comme il est valable aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Ici, il s'agit de la guerre de la suprématie de la culture. Vous comprenez un peu? Il y a des Européens qui pensent que leur culture ou leur enseignement est supérieur à l'enseignement qui est dispensé en Afrique. Les Américains pensent que leur enseignement est beaucoup plus supérieur à l'enseignement dispensé en Europe. Et les Asiatiques aussi pensent autrement que les Américains. Donc, quand vous arrivez en Russie, par exemple, même si vous avez votre diplôme que vous avez obtenu aux États-Unis, vous devez subir aussi d'autres formations. Vous quittez la Russie avec votre diplôme, vous arrivez en France. Ça ne sera pas la même chose. On ne va pas vous accepter facilement parce que vous avez étudié en Russie. On ne va pas vous accepter facilement aux États-Unis parce que vous avez étudié en France, même en Belgique. C'est-à-dire c'est la même chose quand vous étudiez en République démocratique du Congo. Et surtout, il y a une chose que nous devons aussi souligner par rapport à ça. Nous n'étudions pas en République démocratique du Congo pour amener nos diplômes en Europe. Nous étudions en République démocratique du Congo pour développer notre propre pays. Nous étudions pour notre propre pays. Le système éducationnel que nous avons, c'est notre système éducationnel qui nous a été légué d'ailleurs par la Belgique. Aujourd'hui, la même Belgique qui nous a légué ce système éducationnel, c'est la même Belgique qui vous dit que non, le diplôme là n'est pas valable. Il n'est pas valable par rapport à quoi? Parce que je vous dirais que à l'heure de l'indépendance, il y avait, je venais de le dire ici, il y avait moins des universitaires. Aujourd'hui, nous avons autant de professeurs, autant des ingénieurs, autant de juristes, autant de médecins formés par le même système éducationnel. Mais aujourd'hui, nous avons nos médecins qui sont dans nos hôpitaux. Ce sont des médecins formés ici en République démocratique du Congo. Les juristes que nous avons aujourd'hui, les hauts magistrats que nous avons, ils sont formés ici en République démocratique du Congo. Les ingénieurs que nous avons, ils sont formés ici en République démocratique du Congo. Ils ne sont pas formés en Belgique. Je vais vous surprendre encore, arrivé au Rwanda, notre voisin et qui est notre agresseur, arrivé au Rwanda, vous trouverez que sur 100% des informaticiens qui sont au Rwanda, ce sont des informaticiens formés à l'université de Kinshasa. Personne ne peut me convaincre pour me dire que non, votre système éducationnel, non. Ça, ce sont des choses qu'on est en train de nous impliquer pour nous faire croire que nous sommes inférieurs à ce genre-là, alors que nous parlons les mêmes choses, nous étudions la même matière et nous sommes en mesure de faire de la même chose que eux. Voilà. Le système éducationnel ou éducatif n'est pas inférieur à celle de l'Europe. Nous acceptons, nous vous le concédons. Mais qu'est-ce qui fait que, c'est vrai que nous avons des universitaires, plusieurs universitaires aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que dans différents domaines, ces universitaires-là n'arrivent pas à mettre en pratique ou de mettre en place des réformes pour permettre à ce que la nation puisse développer dans tel ou tel autre secteur? Monsieur le journaliste, je veux d'abord à ce que nous puissions nous mettre d'accord sur ce que les gens appellent développement. Le développement, c'est le fait de quitter un point A vers le point B. C'est ça le développement. Je me souviens de ce que fait Maréchal Mobutu disait. Il refusait de parler des pays développés et des pays moins développés. Mais il préférait à ce qu'on puisse parler des pays industrialisés. Parce que le développement d'un peuple dépend de sa culture et de sa vision, de sa façon de voir les choses. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, laisser nos cultures et chercher à vivre comme les Européens. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Parce que le développement en Europe aujourd'hui, vous serez d'accord à ce que les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre eux. Voilà le développement en Europe. Mais cela en Afrique, ça ne tient pas. Ça ne peut pas marcher comme ça en Afrique. Vous voyez que sur ce plan-là, nous avons développé ou nous avons régressé. Et voilà ce qu'on nous dit, que non, voilà, vous devez atteindre le développement comme l'Europe. Non. La République démocratique du Congo est en train de se développer. Je prends encore un autre exemple. Lorsque les Belges nous laissent notre indépendance,
pour que nous puissions nous gérer nous-mêmes. J'ai dit ici par rapport sur le plan éducationnel qu'on n'avait pas autant des universitaires que nous les avons aujourd'hui. Et ces universitaires-là sont en train de faire des exploits. Ces exploits-là sont même criés partout ailleurs. Je prends seulement l'exemple du docteur Mukwege, à qui on a attribué le prix Nobel. Il a fait ses études où? Il n'a pas étudié en République démocratique du Congo. C'est avec quel système éducationnel? Pour avoir le prix Nobel, c'est avec quel système éducatif? C'est avec notre système éducatif. Je prends seulement un exemple. Oui. Lorsque la Belgique nous donne l'indépendance, ou nous laisse notre indépendance, la République démocratique du Congo, sur le plan humain, n'avait pas 30 millions d'habitants. N'avait pas 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions d'habitants, mais du moins, nous parvenons quand même à vivre, nous parvenons à nous contenir dans notre territoire, nous parvenons au moins à soigner notre population, nous parvenons au moins à éduquer notre population. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, plus de 3 millions d'enfants scolarisés. C'est que la Belgique n'a jamais fait dans ce pays. Ça c'est encore un autre débat parce qu'on... Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a nous restons dans la logique de classe prévue. Voilà. Pour 40 élèves, mais aujourd'hui, ils en sont à 100 élèves. Oui. Est-ce que les enfants vont arriver à mieux assimiler la matière? Ça, c'est aussi un autre débat. Oui. Une salle de classe construite par le Belge, oui, prévue pour 40 ou 50 élèves, mais aujourd'hui, ils en sont à 100. Est-ce que vous pensez que ces enfants qui sont entassés ou confinés peuvent facilement mieux assimiler la matière? Moi et vous, nous avons étudié dans ces écoles-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur une chaîne de télévision créée par un Congolais qui a étudié dans les mêmes conditions que nous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un développement, il y a une évolution. Nous sommes en train d'évoluer. Qu'on ne puisse pas commencer à se référer beaucoup plus à ce qui se passe en Europe. Nous devons nous contenter de ce qui se passe chez nous ici. Parce que si vous arrivez en Europe, en France par exemple, même en Belgique et partout ailleurs, vous allez voir que par rapport aux États-Unis, vous verrez qu'ils n'ont pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes infrastructures. Ils n'ont pas les mêmes infrastructures. Ils n'ont pas les mêmes infrastructures. Le fait d'être 40, 50 dans une salle de classe ne veut pas dire que l'enseignant ne veut pas dispenser la matière. L'enseignant donnera toujours sa matière telle qu'on peut donner à 5, 6 ou 7 personnes. Et nous sommes en train maintenant de faire de sorte que ces écoles-là, qu'on puisse les multiplier afin que les enfants puissent étudier dans des conditions normales. Ça, ce n'est pas le fait, ce n'est pas un recul, ce n'est pas un stationnement, mais c'est juste les conditions qu'il faut créer pour que les choses puissent aller de mieux en mieux. Parce que ce que nous sommes en train de chercher là, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Vous verrez même partout dans le monde, ils disent qu'ils sont développés, mais ils cherchent à atteindre un certain niveau. Donc, c'est-à-dire le développement, là, c'est un idéal. Mais sur le plan sanitaire, avant, nous avions des Gabonais, des Sud-Africains qui venaient se faire soigner ici. Aujourd'hui, c'est difficile que les habitants de pays voisins viennent se faire soigner en République démocratique du Congo. Dieu merci pour nous. La Covid a fait que tous ces dirigeants qui se pressent à aller se faire soigner en Europe ont accepté quand même de prendre les soins de santé ici. Mais sur le plan sanitaire, ne pensez-vous pas que nous sommes en retard par rapport aux autres pays pendant ces 63 ans d'indépendance? Merci, monsieur le journaliste, je vous dirais encore sur ce point-là que sur le plan sanitaire, on a fortement évolué. Comment? Par rapport à la date de 1960, lorsque nous avons eu notre indépendance. Je vais seulement vous citer les hôpitaux laissés par les colonisateurs. Les Belges. Les Belges. Oui. Je prends par exemple l'hôpital Mama Emo. Je prends cet hôpital. Avec la capacité de combien de personnes? Et allez aujourd'hui voir ce qu'il y a là-bas. Ce que les Congolais sont en train de faire là-bas. Et demander à ces gens-là qui disent que notre système sanitaire, qui disent que les voisins venaient se faire soigner ici. Quand les voisins venaient se faire soigner ici, c'est-à-dire que chez eux, ils n'avaient pas construit des hôpitaux. Il n'y avait pas des hôpitaux chez eux, mais nous, on avait des hôpitaux.
C'est comme ça qu'ils venaient se faire soigner. Et je vous confirme que jusqu'à aujourd'hui, nous recevons dans ce pays, la République démocratique du Congo, les Angolais qui viennent se faire soigner ici. Nous recevons des Angolais, nous recevons des Brazzavillois qui viennent ici se faire soigner. Allez à Mama Yemo, allez aux cliniques universitaires, vous trouverez qu'ils sont là. Il y a des Camerounais qui viennent se faire soigner ici. Nous avons nos médecins à nous, qui sont en Afrique du Sud, qui terminent à l'université de Kinshasa, qui sont engagés en Afrique du Sud comme des médecins. Nos diplômes qui ne sont pas valables là. Mais ils sont en Afrique du Sud comme des médecins. Nous avons évolué. Au moment où les Sud-Africains venaient se faire soigner ici, vous savez qu'ils avaient une guerre chez eux. Il y avait le système d'apartheid qui était chez eux, qui empêchait à ce que ce pays puisse se développer. Mais lorsqu'ils ont mis fin à ce système, et qu'ils ont commencé à regarder de l'avant, ils ont construit les hôpitaux chez eux. Ils ne peuvent pas quitter pour venir encore se faire soigner ici. Vous avez parlé de Covid. Est-ce que nous avons demandé l'aide de quel pays pour aller se faire soigner en matière de Covid? Nous avons milité ici avec nos médecins, le docteur Mouyembe. Nous avons milité avec lui. Nous avons milité avec tant d'autres. Nous avons fait face à cette pandémie de Covid, et aujourd'hui nous sommes parmi les pays qui ont fait face et qui ont remporté la victoire sur cette histoire de Covid, avec nos médecins soignés ou formés dans nos universités en République démocratique du Congo. C'est quelque chose que nous devons applaudir. Nous ne devons pas dire que non, voilà, sur ce plan-là, nous avons régressé. Quand les Belges étaient ici, ils nous avaient laissé combien des hôpitaux? Et aujourd'hui, nous en avons combien? Dans la ville-province de Kinshasa d'ailleurs. On a combien des hôpitaux aujourd'hui? Si vous arrivez dans le Bas-Congo, dans toutes les provinces, vous trouverez qu'il y a toujours des hôpitaux qui naissent comme des petits champignons dans chaque coin du territoire, parce que tout ça, nous sommes en train de faire face à cette situation de la santé. Avec quelle qualité de traitement? La qualité de traitement, elle est bonne. Cette qualité-là, elle est bonne. Parce que j'ai dit aujourd'hui que les Belges sont partis, ils nous ont laissé moins de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 120 millions d'habitants. C'est-à-dire que ces gens-là sont soignés ici. Ils tombent malades du jour au jour, ils sont soignés en République démocratique du Congo. Notre système de santé, là, nous sommes en train de se battre pour que nous puissions améliorer. L'amélioration, c'est un idéal. On améliore du jour au jour. On ne doit pas se réveiller, prendre les hôpitaux de l'Europe, les placer ici. Non, nous devons faire avec nos hôpitaux, nos médecins que nous avons formés, nos infirmières, nos femmes sages, et nous avançons. Nous comprenons que M. Tchamalaïd a vraiment dans sa logique avec laquelle il a commencé. Il a dit que la République démocratique du Congo est en train d'avancer. On ne stagne pas, on ne recule pas. Mais sur le volet sécuritaire, 63 ans après, nous avons la guerre à l'Est, des groupes rebelles à l'Est, que peut-être Kasavubu ne nous avait pas laissé, Mobutu, de son vivant, ne nous avait pas laissé. C'est vrai qu'on savait qu'à l'Est, il y avait la guerre, mais à ce jour, non loin de Kinshasa, ici, Menkaoumbakana commence à faire peur, ça craint. Sur le volet sécuritaire, vous pensez qu'il y a eu des avancées? Je continue toujours sur ma logique pour vous dire que ce soit sur le plan sécuritaire, la République démocratique du Congo a évolué. Je dis ça pourquoi? Lorsque les Belges sont partis... Les gens qui vous regardent... Oui, les gens qui me regardent, j'ai besoin même de quelqu'un qui peut venir me contredire ici sur votre plateau pour me dire que sur le plan sanitaire, on n'a pas évolué, sur le plan éducatif, on n'a pas évolué, sur le plan sportif, on n'a pas évolué, sur le plan sécuritaire, on n'a pas évolué. Je veux quelqu'un qui peut venir me contredire sur ça, avec des chiffres à l'appui. C'est une invitation que vous lancez. Oui, c'est une invitation que je lance à celui qui dit que la République démocratique du Congo n'a pas évolué. Je prends sur le plan sécuritaire. Oui. Sur le plan sécuritaire, lorsque la Belgique nous donne l'indépendance, lorsque nous accédons à l'indépendance, aussitôt accéder à l'indépendance, la République démocratique du Congo avait combien d'hommes dans l'armée? On avait quelle armée lorsque la Belgique nous donne l'indépendance? On avait moins d'hommes qui devaient sécuriser moins de 20 millions d'habitants. Moins d'hommes qui devraient sécuriser moins de 20 millions d'habitants. Vous comprenez? Et le lendemain de notre indépendance, la guerre a éclaté dans ce pays. La guerre a éclaté. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et la guerre pour la République démocratique du Congo n'a pas commencé aujourd'hui.
Ça a commencé même pendant que nous étions colonisés, la guerre a commencé. Parce que ne perdons pas de vue que la République démocratique du Congo, sur le plan international, a été toujours considérée comme un marché international. Un marché pour la communauté internationale. C'est un marché de consommation. Donc, nous devons consommer tout ce qui vient de l'extérieur. C'est comme ça que la République démocratique du Congo a été conçue. C'est pourquoi vous voyez même par rapport à sa grandeur géographique, ça a été conçu comme ça, comme un marché. Donc, la France doit venir vendre, l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tout le monde doit venir vendre en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous verrez, il y a des gens qui nous envoient des chemises, des chiquetés, des caleçons, des sous-vêtements, des chaussures déjà utilisées, tout ça, on envoie ici pour vendre. Et aujourd'hui, vous voyez comment on est en train de salir la ville de Kinshasa avec le système Bilocost. Vous voyez un peu, tout ce qui est jeté en Europe, on amène ça ici en République démocratique du Congo pour vendre. La guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. La guerre a commencé même avant notre indépendance parce que on a considéré la République démocratique du Congo comme un marché. Ils doivent venir vendre. Il y a eu la guerre entre les musulmans, les chrétiens et tout ça à l'est de la République démocratique du Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils avaient découvert l'existence de l'or, de tous ces minéraux qui sont là-bas très bien longtemps. C'est comme ça qu'il y a eu des guerres et des guerres. Après l'indépendance, la guerre a toujours existé. Quand vous dites que non, Mobutu ne nous a pas laissé dans la guerre, Kasavubu ne nous a pas laissé dans la guerre. Non. Mobutu a vécu cette guerre ici. Rappelez-vous de la guerre de 80 jours. Rappelez-vous de Mouzé Laurent Désiré. Qui a quand même pris fin. Oui, rappelez-vous de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous de Moulele Maï. Rappelez-vous encore, en République démocratique du Congo, il y a un secrétaire général de Casque Bleu qui a été tué ici en République démocratique du Congo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, juste après notre indépendance, la guerre a éclaté. Et nous sommes habitués à vivre toujours dans ces conditions-là, avec ces situations-là. Et nous finirons toujours par remporter la victoire parce que on ne finira pas par renverser la République démocratique. C'est là une pièce justificative pour nous dire que, bien que nous vivons cette insécurité ou cette situation sécuritaire de l'Est qui ne touche pas à sa fin, c'est cette justification que nous devons donner à la population que les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Je voulais à ce que vous puissiez nous faire un bilan. C'est-à-dire 63 ans après, si le volet sécuritaire, est-ce que nous avons avancé ou pas? Vous avez parlé de la guerre de 80 jours, mais qui a connu une fin. Mais à ce jour, nous avons ces tueries, la guerre à l'Est, qui ne connaît pas de fin. En fait, c'est ça l'inquiétude. Est-ce que sur le plan sécuritaire, 63 ans après, la République démocratique du Congo a réussi à sécuriser son territoire? La République démocratique du Congo, 63 ans après, sur le plan sécuritaire, a évolué, comme je suis en train de le dire, j'insiste et je persiste pour dire que la République démocratique du Congo... Vous persistez? Oui, je persiste pour dire que la République démocratique du Congo a évolué sur le plan sécuritaire. Pourquoi? Parce que vous verrez que cette guerre de l'Est, une guerre qui nous est imposée par la communauté internationale, tout simplement parce qu'il y a des minéraux qui les intéressent, n'a pas commencé aujourd'hui, comme je venais de le dire. Mais c'est toujours notre armée qui fait face. C'est toujours notre armée. Pas toutes ces armées-là qu'on appelle... Non. Aujourd'hui, nous sommes quand vous êtes en train de voir, par exemple, cette armée d'occupation que vous appelez MONUSCO, depuis qu'ils sont en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Quel est le groupe armé qui a déjà été neutralisé par la MONUSCO? Le groupe armé qui a déjà été neutralisé par la MONUSCO. Vous pouvez me donner un seul nom d'un groupe armé neutralisé par la MONUSCO. En dehors des camions de MONUSCO qui transportent les minéraux pour traverser vers le Rwanda. Plusieurs fois arrêtés avec des minéraux dans des camions, dans leurs véhicules, dans des hélicoptères et autres. C'est la République, c'est toujours notre armée, notre armée FARDC qui fait face à toutes ces velléités. Donc, nous avons évolué sur le plan militaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez qu'en Afrique, nous occupons, si je ne m'abuse pas, la 8e. Si on n'est pas à la 8e, nous sommes à la 10e position. Les armées les mieux équipées et les plus fortes en Afrique. Mieux équipées, plus fortes, oui, mais... À l'heure actuelle, nous n'arrivons pas à éradiquer la guerre à l'Est. Nous apprenons que dans les jours à venir, il y a la force de la SADC qui viendra. Si cette armée, et c'est que vous dites sur ce plateau, pourquoi
pourquoi nous devons encore faire appel nous devons encore faire appel des armées peut-être de la sous-région. Nous avons l'armée de la EAC qui ne fait rien et nous aurons bientôt l'armée de la SADC. Mais vous affirmez que nous avons une armée équipée et forte qui occupe une 8e place. Pourquoi nous devons encore faire appel aux armées étrangères? Mon frère journaliste, je vais vous dire que la guerre, partout dans le monde, il n'y a aucune armée qui peut commencer seule la guerre et l'emporter. Aucune armée dans le monde. Je vous donne seulement l'exemple. Lorsque les États-Unis ont voulu envahir l'Irak, ils ne sont pas partis seuls, alors que c'est la plus grande armée du monde. Oui. Ils ont cherché la coalition de la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays pour aller attaquer l'Irak. Je prends encore l'exemple de la Russie, qui est la 2e armée du monde. La Russie pour aller en Ukraine. Vous avez vu les Tchétchènes, ils sont en Ukraine. Vous avez vu qu'ils ont fait même recours à Wagner pour intervenir. C'est-à-dire qu'aucune armée ne peut à elle seule engager une guerre et remporter. Lorsqu'ils sont venus en Libye, vous avez vu l'OTAN venir en Libye pour combattre Kadhafi. L'OTAN est venu en Libye pour combattre Kadhafi. L'OTAN, c'est l'ensemble de plusieurs armées des pays européens, y compris les États-Unis dedans, pour combattre Kadhafi. Allez voir les CAC, allez voir SADC et tout ça pour qu'ils viennent nous assister ou nous accompagner dans cette guerre. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Nous sommes amis pour nous entraider. Vous comprenez? Nous sommes amis, nous sommes frères, nous pouvons nous entraider. Lorsque l'autre est attaqué, lorsque l'autre est agressé, on peut toujours intervenir. Même sur la route, vous pouvez trouver qu'il y a des gens, des sportifs qui se battent. Vous verrez qu'il y a toujours des gens qui viendront pour intervenir. Soit pour mettre la paix, soit pour les séparer, soit pour apporter un secours. C'est comme ça. Quand on fait appel à ces armées-là, ce n'est pas pour dire que la République démocratique du Congo est faible. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est tout simplement, nous voulons être ensemble avec eux. Parce que ne faut pas oublier aussi que nous avons été, la République démocratique du Congo ici, a combattu Kadhafi au Tchad. Mais ça, on ne le dit pas. Nous avons combattu Kadhafi au Tchad. Notre armée a combattu dans plusieurs pays en Afrique ici. Et je vous informe que même aujourd'hui, au moment où nous parlons, nos éléments à nous, nos policiers à nous, sont au Centrafrique pour mettre la paix. Au Centrafrique, nos éléments de la police sont là-bas. Au Centrafrique. C'est pour dire que non, nous sommes plus forts que le Centrafrique. C'est comme ça que nous avons envoyé. Non, on fait toujours recours à d'autres personnes pour venir vous aider, vous soutenir dans tel ou tel autre domaine. Et surtout en matière de la sécurité, c'est une question qui demande beaucoup plus d'informations. Nous pouvons aussi partager les informations avec la SADC, avec les CAC, avec tout ce monde-là. On peut toujours se donner des informations. Et puis, je vous informe qu'au premier plan, ce sont les Congolais qui sont au front, qui se battent pour défendre leur pays. Lorsque les Belges sont partis, ils nous avaient laissé combien d'avions de chasse? Aujourd'hui, nous en avons. Ils avaient laissé combien de camps militaires ici? Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Quand nous envoyons nos éléments au niveau de l'ONU, les casques bleus qui interviennent, même dans tous les pays où vous trouvez qu'il y a les casques bleus, les Congolais sont dedans. Nous sommes présents partout. C'est-à-dire que nous avons évolué, nous avons atteint un certain niveau. Et aujourd'hui, je vais encore vous dire que nous sommes à notre 4e cycle électoral. 4e cycle électoral, où tout le monde est en train de voter. C'est une évolution grave qu'il faut aussi saluer. Nous allons chuter par là juste en 2 minutes. Le commun des mortels, c'est le social. Voilà. Un petit pain qui se vendait à 100 francs congolais hier, aujourd'hui c'est à 350 francs, 400 francs. Si une personne normale comme moi, si je veux manger ces petits pistolets-là, il faudra que je m'en procure 4 ou 5. Le panier de la ménagère souffre 63 ans après. Est-ce que vous pensez que les Congolais peuvent encore espérer vivre mieux? Surtout ces paniers de la ménagère. Parce qu'à ce jour, nous ne produisons pratiquement rien. Nous importons.
Tous ces surgelés que nous mangeons, viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que le gouvernement, je parle directement dans la logique de perspective d'avenir, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour sauver le panier de la ménagère? Monsieur le journaliste, ce que je peux dire, c'est que par rapport au prix du pain et tout ce que vous dites là, je suis en train de féliciter un peu nos dirigeants parce que ils ont fait, oui, je les félicite un peu parce que ils ont fait un travail remarquable, un travail satisfaisant qui donne de l'espoir aux Congolais qu'un jour ce Congo sera un paradis. Parce que n'oubliez pas que nous avons passé 2 ans d'inactivité en République démocratique du Congo. Et le monde était stoppé pendant 2 ans. On n'a pas produit, on n'a pas fait quoi que ce soit, mais dis-moi, la République démocratique du Congo est restée debout. La République démocratique du Congo est restée debout. Nous avons vu ces mamans-là se battre. Nous avons vu ces petits peuples-là se battre pendant les 2 années où il n'y avait aucune intervention, mais ils se sont mis debout et nous avons passé ces 2 ans. Aujourd'hui, les activités ont redémarré partout dans le monde, nonobstant l'existence de plusieurs guerres de gauche à droite qui empêchent aussi à ce que les choses puissent se normaliser normalement. Mais dis-moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec ce que moi je suis en train de voir. Les signaux que je vois là en République démocratique du Congo donnent de l'espoir que demain sera meilleur pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand vous regardez seulement sur le plan infrastructurel, vous verrez qu'il y a de l'espoir. Il y a des investisseurs qui commencent à venir en République démocratique du Congo pour investir. C'est lorsqu'on va investir qu'il y aura du travail, qu'il y aura de salaires payés aux gens, que le vécu quotidien de la population sera amélioré. On n'améliore pas le vécu quotidien avec les discours. On n'améliore pas le vécu quotidien avec des marches et tout ça, tout ça. Non, on améliore le vécu quotidien du peuple avec le travail. Si nous nous mettons tous au travail, vous verrez que le Congo ira mieux. Même la France ne s'est pas bâtie en un seul jour. La Belgique, on n'a pas bâti ça en un seul jour. 63 ans. Oui, 63 ans, mais vous allez voir les États-Unis de 1700. Les États-Unis de 1700 ne sont pas les États-Unis de 2023. Vous comprenez un peu? Ne sont pas les États-Unis de 2023. Alors, la République démocratique du Congo de 1960 n'est pas la République démocratique du Congo de 2023. Parce que quand vous regardez seulement le boulevard Lumumba, vous regardez le boulevard du 30 juin, vous verrez ce que les Belges nous avaient laissé et ce que nous avons aujourd'hui. C'est différent. Quand ils étaient partis, on n'avait pas de sortes de moutons. Aujourd'hui, nous en avons. Quand ils étaient partis, on n'avait pas le stade des martyrs, on n'avait pas la RTNC. Nous avons la RTNC aujourd'hui, nous avons le stade des martyrs. On n'avait pas le palais du peuple quand les Belges ont quitté ce pays, mais aujourd'hui nous avons le palais du peuple. C'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer petit à petit jusqu'à ce que nous atteindrons aussi un certain niveau avec les générations futures. Ceux qui avaient construit la France, ce ne sont pas ceux qui vivent aujourd'hui en France. Ce sont des générations passées qui ont travaillé et comme aujourd'hui aussi, il y a ceux qui travaillent et les générations à venir, ils vont continuer à travailler jusqu'à ce qu'on atteindra un certain niveau tel que nous le souhaitons tous. Voilà, merci. En 2 minutes, vous venez d'évoquer les cycles électoraux. Vous avez dit que ce sont des avancées. C'est la 4e fois que nous partons aux élections parce que ça s'annonce déjà pour le 20 décembre 2023. Le 4e cycle électoral. Je veux seulement qu'on reste dans cette logique de la rencontre du président de la CENI et les opposants. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Parce qu'aujourd'hui, le président de la CENI rencontre M. Adolphe Muzito. Est-ce les opposants ont-ils fléchi ou ils ont compris la voie de la raison ou c'est le président de la CENI qui cherche à leur ramener au processus électoral? Merci, monsieur le journaliste. En bref, ce que je peux dire, c'est que le président de la CENI, Denis Kadima, a répondu aux revendications d'une certaine frange de l'opposition, qui, au fait, parlait de l'inclusivité et de la transparence dans le processus électoral. Aujourd'hui, il a ouvert la porte à tout le monde pour que tout celui qui a ses désirata
puisse les déposer devant la CENI et qu'ils discutent avec la CENI et qu'ils puissent trouver les réponses à tout ce qu'il est en train de revendiquer. C'est ça ce qui démontre effectivement la transparence de ce processus électoral et aussi démontre effectivement que nous sommes dans un État démocratique et dans un État de droit. Vous voyez maintenant que tout ce qui était fait avant des sittings et autres, ce n'était que des agitations inutiles, alors que le président de la CENI avait déjà compris la chose et savait à quel moment il va convoquer tout ce monde-là pour qu'ils se mettent autour d'une même table et parler avec eux et trouver une solution. Et je vous avais dit lors des émissions passées que la République démocratique du Congo trouvera solution à ces problèmes. Et les opposants que vous voyez aujourd'hui, et même les gens de l'Union sacrée et la société civile, finiront par se mettre d'accord et il y aura des élections dans ce pays. Et vous avez vu avec cette rencontre qu'on a balisé le chemin aux élections libres, transparentes et démocratiques et dont les résultats seront acceptés de tous. C'est ça notre souhait et nous préférons à ce que le président de la CENI continue ainsi et c'est ce qui va créer encore beaucoup plus la confiance dans la population envers la CENI qui est la machine organisatrice de ces élections-là. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de M. Dani Chamala que nous bouclons cette émission, mais je ne saurais pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à Chris Tamba, qui est mon oncle, le petit frère de ma mère, Noko, mais Noko ya mwana muke. Joyeux anniversaire à toi et vous qui nous suivez de partout, vous devez savoir que FM Télévision totalise 2 ans, demain déjà, le 4 juillet 2023. Votre chaîne de télévision, FM Télévision, totalise 2 ans. Donc, vos suggestions, vous tous qui avez à nous dire, vous qui voulez nous souhaiter un heureux anniversaire. C'est vrai que 2 ans se peut, mais dans 2 ans, c'est plus de 700 et quelques jours passés. Donc, il y a eu des gens qui ont retroussé le manche pour travailler afin que vous puissiez avoir le résultat que vous avez aujourd'hui. Nous disons merci au promoteur de cette chaîne, à M. Billy Malou à Cléophas et à toute la grande équipe de FM Télévision. Restez proches, plus proches de nous. Nous serons là toujours pour vous servir. Bye bye.